Donc ça, c'est un problème de philologie de la langue chinoise. Moi, je ne suis pas sinologue, encore moins d'histoire de la langue, spécialiste d'histoire de la langue chinoise, mais je m'appuie sur un gros ouvrage japonais, dont vous aurez la référence si ça sera dans le compte-rendu, qui retrace l'histoire des principaux mots du vocabulaire de la poésie classique, parmi lesquels on trouve, bien entendu, xian shui. Donc, je m'appuie sur cette étude. Le mot xian shui, qui a, dans la langue classique, alors quand on dit poésie classique, c'est surtout pour la période de la dynastie Tang, qui vient juste après les 6 dynasties. L'auteur de la partie de l'ouvrage qui nous intéresse écrit, il s'appelle Kato Bing, xian shui signifie, je cite, soit les montagnes et les rivières, soit l'aspect d'une nature composée de montagnes et de rivières, soit les montagnes et les rivières en elles-mêmes, soit l'aspect. Donc, il y a ce côté paysage, mais ça reste aussi les montagnes et les rivières, donc ça peut avoir simplement le sens de la nature. Il y a les deux. Mais en tout cas, précise-t-il, je cite le mot, exprime que la nature est l'objet d'une jouissance esthétique. Voilà, l'objet d'une jouissance esthétique. Puis il fait l'histoire du terme, notant que les éléments xian et shui existent séparément depuis très longtemps, bien sûr, mais ils ont été quelquefois rassemblés, par exemple dans une citation très célèbre de Confucius, qui vivait au VIe siècle avant Jésus-Christ, qui dit ceci, « Le sage savoure la rivière, le bienveillant se délecte de la montagne. » Pour certains, on aurait là l'origine de la notion de paysage. En fait, non. Les spécialistes s'accordent pour dire que c'est un usage métaphorique à la fois de xian et de shui, et que c'est une métaphore morale. Donc, le sage, parce que la rivière, c'est donc la dynamique du mouvement, et la montagne, c'est au contraire la stabilité. Bon, mais là non plus, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail de cette métaphore. Ce qui est important, c'est la relation contrastive qui est entre les deux termes, xian et shui. Là, ils ne sont pas vraiment réunis en un seul mot, dans l'exemple que je viens de donner. Et avant la période des 6 dynasties, les occurrences du terme xian shui, où les deux sont accolés, sont très très rares. Alors, un exemple qui se trouve chez un autre philosophe, c'est Mozi. Mozi qui vivait entre 468 et 376 avant Jésus-Christ, qui dit ceci, je cite, « Il y a des génies du ciel comme il y a des génies et des esprits des monts et des eaux. » Des génies et des esprits des monts et des eaux. Qui donne une locution. C'est vraiment une locution parce qu'il y a 8 occurrences de la même expression dans le texte, donc ça allait ensemble, c'est xian shui, gui shen. Donc xian shui, les monts et les eaux, gui, les démons, shen, les esprits. Donc les démons et les esprits, des monts et des eaux. Et ça, donc, au 5e siècle avant Jésus-Christ, enfin au 4e, il y a des génies du ciel comme il y a des génies des esprits, des monts et des eaux. On a là, selon l'auteur de l'étude que j'utilise, xian shui signifie les montagnes et les rivières. Donc, les eaux, c'est-à-dire les rivières, les lacs, etc. Qu'il n'y a pas là d'idée de paysage.
Oui. Dans Sciential Equation, l'ordre de la langue chinoise, où le déterminant précède le déterminé, montre que ce qui est important ici, c'est les esprits, les démons et les esprits, et non pas Shan Shui. Ici, c'est comme qui dirait l'adjectif qui va avec le substantif. Donc l'important, ce dont il s'agit, c'est une sorte de démon ou une sorte d'esprit. Ce n'est pas du paysage et ce n'est pas des montagnes et des eaux qu'il s'agit, mais des démons, voilà, des démons et des esprits. Donc une catégorie de génies. Oui, le mot génie, c'est plus commode. Les génies de l'environnement. Et l'environnement ici n'est pas considéré pour lui-même, mais en tant que demeure de ces génies. Vous voyez, c'est une autre sorte de en tant que. Ça existe en tant que demeure des génies, et non pas en tant que paysage. Et ces génies, ils sont mauvais. Toutes sortes d'anecdotes, toutes sortes de références montrent que ces Guixun, qu'on appelle aussi Cheme Wangliang, qui se prononcera en japonais Chimi Morio. Là, ça devient de l'ethnologie. On nous apprend que ce Cheme Wangliang qui dénomme les dits génies en général, métaphoriquement, ça veut dire aussi un homme méchant, un homme diabolique. Les Cheme qui hantent les montagnes, les forêts et les marais. Ce sont des quadrupèdes à face humaine qui vont tourmenter les gens. Alors les premiers, les Chu. Le Chu ressemble à un tigre et il aime la montagne. Le Mei, lui, préfère les vallées et il ressemble à un sanglier. Et les Wangliang, qui ont de nombreuses apparences, mais en particulier l'apparence d'un enfant de 3 ans avec de longues oreilles et des yeux rouges et qui trompent les humains en imitant leur voix. Cet abominable enfant de 3 ans aux yeux rouges et aux longues oreilles. Imiter la voix des humains, c'est ce que fait l'écho en montagne. Mais dans la mythologie gréco-romaine, Écho est une nymphe charmante et non pas cet abominable démon. Bref, j'arrête ici. La montagne, c'était le domaine de la peur pendant très longtemps et absolument pas d'un plaisir esthétique.